Imam Ahmad Makta Kanté, j'avais dit en début d'entretien justement que vous êtes écrivain, vous êtes auteur de beaucoup de livres, j'ai oublié les titres de la plupart, mais vous avez un nouvel ouvrage qui vient de sortir, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Le titre c'est Muhammad, le sceau des prophètes, vous dites la part d'Ismaël dans l'histoire de l'alliance abrahamique. Est-ce que le contexte de la sortie de ce livre a quelque chose à voir avec l'actualité géopolitique dont nous venons de parler? Ben oui, effectivement, parce que je traite dans ce livre-là, qui est mon 10e ou 11e livre, effectivement, cette question est traitée à travers, je peux dire, pour faire court, à travers les problématiques ou bien les questions ou bien les croyances juives liées à la notion de peuple élu et de terre promise. Si on ne comprend pas ces croyances juives-là, on ne pourra jamais comprendre la dimension religieuse du problème géopolitique qui se pose entre Palestine et Israël. En 1948, quand Ben Gurion a lu la déclaration d'indépendance, il a dit « Cette terre d'Israël, où nous sommes, c'est la Bible qui est notre titre foncier. » Parce que c'est dans la Bible qu'il y a des références montrant que notre patriarche Abraham avait reçu la promesse de Dieu, n'est-ce pas, de posséder cette terre. La terre promise. La terre promise depuis des siècles et des siècles. Donc nous sommes chez nous. Et donc vous voyez, la relation qu'il a faite entre la Bible comme titre foncier et Abraham et aussi la terre promise, Netanyahou, il n'y a pas longtemps, a encore fait des références, Ézéchiel, pour montrer que les Juifs vont revenir sur cette terre promise, vont la faire développer. Il a dit, regardez maintenant, tout est construit, l'agriculture est développée, tout ça, c'est des signes messianiques du retour du peuple juif. Donc nous serons de plus en plus forts jusqu'à la venue du Messie, fils de David. Et ça c'est pour faire court. Mais maintenant, le lien avec la géopolitique américaine, c'est important. Souvent les gens disent le lobby juif aux États-Unis. C'est vrai, le lobby juif, il est puissant aux États-Unis. Mais ils sont 5 millions aux États-Unis, les juifs. Mais en fait, ce qui est beaucoup plus puissant et qui fait la puissance, entre guillemets, du lobby juif, c'est la puissance des chrétiens sionistes. Des évangélistes protestants qui ont une certaine lecture de la Bible, je fais court, n'est-ce pas, pour dire qu'il faut être à côté d'Israël de façon inconditionnelle pour préparer la venue du Messie, c'est-à-dire Jésus, qu'ils ont rejeté lors de sa première venue et qui va les convertir. C'est à cause de ça que ces chrétiens sionistes, qui sont peut-être des dizaines de millions aux États-Unis, appuient donc l'État d'Israël par tous les moyens. Ils aident à émigrer, ils donnent de l'argent, ils donnent des armes, etc. Et surtout, ils sont très influents au niveau du pouvoir américain, surtout avec Trump. C'était le summum. C'est pourquoi Trump a reconnu Jérusalem. Et quand Trump a reconnu Jérusalem, il a dit aux Israéliens, vous pouvez jubiler. En tant que 45e président américain, je viens de le faire. Tous les autres présidents ont promis de le faire sans avoir le courage. Mais il a dit quelque chose de très important. Il a dit, je connais des Américains qui sont plus contents que vous. Et c'est qui ces Américains-là? C'est les sionistes chrétiens, n'est-ce pas? C'est les évangélistes, c'est les sionistes chrétiens qui considèrent que nous devons être à côté de vous jusqu'au retour de Jésus. Donc, le Messie, donc, c'est une reconnaissance paradoxale parce qu'en réalité, ils considèrent Israël comme rebelle au Messie, qu'ils ont crucifié, mais en même temps, il faut les protéger parce que le Messie doit revenir pour les convertir. Mais ce n'est pas négligeable. C'est ça qui fait la vraie puissance américaine. C'est ça qui explique le soutien inconditionnel. Ce soutien inconditionnel, il n'est pas seulement géopolitique. Beaucoup ne le voient pas. Beaucoup ne voient pas cette dimension-là. Et pourtant cette dimension, elle est incontournable. Parce que jusqu'à la création de l'État d'Israël, en 1948, par l'ONU, voilà, il y a toujours eu des sionistes chrétiens en Europe et aux États-Unis qui ont soutenu le foyer national, n'est-ce pas, juif. Et ça a même joué dans la Première Guerre mondiale et dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des rabbins aujourd'hui, par exemple, qui sont contre l'État d'Israël parce qu'ils disent que ce n'est pas un État recommandé par la Torah. Que les Juifs ne doivent pas revenir. Ils doivent attendre le retour du Messie. Mais ces Juifs-là expliquent en même temps comment ils ont travaillé, n'est-ce pas, les chrétiens sionistes en Europe et aux États-Unis lors de la Première Guerre mondiale, comme lors de la Deuxième Guerre mondiale, pour avoir leur foyer
nationale. C'est pourquoi dès que l'Allemagne a été vaincue, c'est les Anglais, la déclaration de Belfort, après la défaite ottomane en 1917, le général Allenby rentre à Jérusalem et dit nous sommes de retour ici et c'est la terre d'Israël. Donc on voit cette dimension et après maintenant, avant Belfort, il y avait encore d'autres manipulations qui ont fait que cette idée de retour des Juifs à Israël était déjà là et l'Holocauste a accéléré cela. Théodore Herzl a profité, en fait Théodore Herzl il avait déjà théorisé l'État d'Israël, hein? Mais il est mort avant bien avant. Mais avec la Deuxième Guerre mondiale et les massacres des Juifs, donc l'idée était devenue beaucoup plus intéressante, entre guillemets, pour dire que, vous voyez, personne n'aime les Juifs en Europe, mieux vaut leur trouver un foyer national. Alors, il semble que justement, dans cette quête de foyer, aux Juifs qui étaient un peu, en quelque sorte un peuple errant, on avait pensé à l'Afrique, très précisément à l'Éthiopie. Oui, à l'Éthiopie, ah oui. à l'Ouganda, oui. Et même aussi en Argentine ou bien au Brésil. Oui, ça veut dire qu'ils cherchaient quelque part dans le monde pour le peuple juif. Et voilà, donc ils ont pensé à, mais après le courant de Ben Gurion qui dit que mais non, pourquoi on va aller dans des terres d'autrui pour habiter là-bas alors que nous avons une terre millénaire et comme il a dit, notre titre foncier c'est la Bible. Et David est là. Le roi David était là, le roi Salomon était là, le temple de Salomon est là. Et d'ailleurs, cette question du temple va venir compliquer les choses dans les années à venir, parce que les courants religieux, pour la reconstruction du temple, qui a été détruit en 70 par Titus, donc depuis 2000 ans, les Juifs pleurent le temple de Jérusalem, et c'est justement ce même lieu où il y avait le temple de Salomon, c'est là où il y a le temple, c'est là où il y a la mosquée Al-Aqsa. C'est compliqué. Et donc, ils réclament aujourd'hui, vous voyez, il y a toujours des échauffourées au niveau de Mosquée Al-Aqsa. Et le mur des lamentations, vous voyez, c'est à côté de Mosquée Al-Aqsa. Donc, les courants religieux, de plus en plus, ils sont présents presque à un tiers dans le gouvernement actuel de Netanyahou. Et ils poussent vers la reconnaissance du temple. Et ça peut être quelque chose de très, très compliqué. Donc ça veut dire que c'est l'Afrique qui aurait eu un surplus de problèmes par rapport à ce qu'elle vit si on avait installé les Juifs sur le continent. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah oui, si les Juifs avaient eu un foyer quelque part ici en Afrique, ce serait avec le soutien des États-Unis, c'est sûr. L'Afrique serait plus que détruite. Mais c'est sûr, parce que les Juifs, c'est des apatrides, tu vois. Oui. Chaque fois que vous voyez le nom d'un Juif, il l'a changé pour habiter quelque part. Netanyahou, il est d'origine, je crois, biélorusse. Tous les noms juifs là, regardez, Lévi Strauss-Kahn, oui. Les Kahn, c'est des juifs. Oui. Kouchner, c'est un juif. Regardez, comment il s'appelle encore, Bernard Lévy, c'est un juif. Alors, c'est des noms juifs qu'ils ont changés. En général, ils sont de deux catégories d'origine. Ce qu'on appelle les Ashkénazes, c'est les juifs d'Europe de l'Est, qui sont majoritaires actuellement en Israël, qui sont comme des Européens, si vous les voyez, blonds aux yeux verts et tout. Et les juifs du monde oriental, Égypte, Maroc, etc., qu'on appelle les séfarades. Donc, c'est ces gens-là qui sont actuellement en Israël. Et donc, ils sont 5 millions en Israël, 5 millions aux États-Unis et 5 millions ailleurs. Mais, la plupart des gens qui ont habité les premiers en Israël, c'était des juifs qui venaient de la Russie. N'est-ce pas? Et après, avec Hitler, beaucoup d'entre eux sont allés aux États-Unis, y compris Einstein d'ailleurs. Oui, Ils sont allés aux États-Unis. Les grands savants sont allés aux États-Unis. Après, ils ont. Voilà. Mais donc, c'était des gens, et en général, c'était des savants, d'une part, et d'autre part, en général, c'était des. Comment on dit ça encore? Des gens riches, des banquiers, des assureurs, etc. C'est ça qui a leur force, fait leur force, la finance et la matière grise. Si vous sortez les juifs des prix Nobel, il n'y en aura pas beaucoup. Et beaucoup d'entre eux qui ont des prix Nobel ont changé leur nom même, alors qu'ils sont même juifs. Mais d'autres ont même laissé la résonance du nom juif. Et ça aussi, cette mystique-là appartient aussi au peuple juif. Et c'est une vérité que ce peuple juif a une spécificité par rapport à l'histoire de l'Alliance abrahamique d'ailleurs. Alors, une dernière question pour terminer. Est-ce que vous pensez que le soutien presque inconditionnel de l'extrême gauche française
à l'État de Palestine est sincère ou bien c'est pour des raisons politiciennes? Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Je ne pourrais pas vraiment répondre Ouais. parce que je ne connais pas très bien D'accord. l'histoire Ok. et les prises de position Ouais. du parti de Mélenchon. Ouais. Mais de façon générale, même le Parti communiste français, la gauche, en général, la gauche soutient toujours les peuples vulnérables du monde, la misère du monde. Donc, je peux comprendre que par rapport à cette logique-là, que Mélenchon puisse effectivement soutenir l'État de Palestine. Mais de façon générale, quand même, il fait face à des soutiens inconditionnels des leaders de l'intelligence européenne par rapport à Israël. Ok, donc merci beaucoup, merci Imam de nous avoir éclairé sur cette actualité géopolitique du Moyen-Orient. Oui. Très compliqué le Moyen-Orient. Voilà. Oui. Et jusqu'à la fin du monde, ça va être hyper compliqué. Beaucoup de choses de la fin du monde vont se passer sur cette terre-là. Merci.